Je vais parler de ce que ça nous fait à nous juifs, le génocide palestinien en cours commis par Israël. Et je vais commencer par une citation d'un poète israélien d'origine polono-ukrainienne, Avot Yeshurun, qui dans un poème de 1958, qui s'appelle Hanmaka, c'est-à-dire raisonnement, mais qui a été traduit en français explication, dit la chose suivante. L'histoire des Juifs européens et celle des Arabes de Eretz Israël, c'est-à-dire la Palestine, sont toutes deux devenues la centralité du judaïsme. La Shoah des Juifs européens et la Shoah des Arabes de Palestine sont une seule et même Shoah pour le peuple juif. Les deux vous regardent droit à la face. Alors, ce génocide palestinien en cours commis par Israël, en sommes-nous responsables ? Au-delà de la responsabilité de chaque être humain de tout faire pour l'empêcher, il y a une responsabilité des puissances occidentales, notamment Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis. Mais Israël prétend agir pour tous les Juifs du monde contre un pogrom antisémite, le plus grand depuis la Shoah, dit-il. Il nous englobe dans son action et de ce fait nous implique directement. Nombreux sont ceux parmi nous qui ressentent colère et accablement devant ce qui est en train de se passer, prétendument en leur nom. Nombreux sont ceux parmi nous qui protestent de toute leur force à travers le monde contre ce qui se passe. C'est comme si se rejouait en boucle un mauvais film. Je reprendrai bien à mon compte la formule d'Ela Shohat, qui, parlant des Juifs orientaux d'Israël, les Mizrahim, titrait son livre « Les victimes juives du sionisme ». Sauf que l'expression ne me semble pas appropriée ici. Sans doute convient-elle mieux aux 1200 Israéliens tués dans l'attaque du 7 octobre, les victimes juives du sionisme. La France nous prend en otage, en reprenant l'idée du sionisme, l'État juif pour tous les juifs. D'un côté, elle nous associe publiquement au crime, qu'elle présente de la même manière qu'Israël comme une légitime défense, contre l'antisémitisme arabe, et se sert de nous ici dans son combat islamophobe. C'est pour nous, à cause de nous, qu'elle contrôle et opprime les Arabes. En fait, tout le monde parle en notre nom. Israël aussi bien que la France, qui reprend son discours dans une identification morbide et perverse. Encore une fois, la France règle ses contradictions internes entre les grands principes universels, ses pratiques coloniales et ses pratiques actuelles, et ses impasses volontaires, celles du colonialisme, sur notre dos. Car il ne s'agit pas d'une impasse passive, mais d'un refus actif de reconnaître les crimes coloniaux. On ne peut éviter de penser que la négation acharnée du contexte colonial dans l'attaque du 7 octobre relève elle-même d'une réaction coloniale. Cette sinistre période réactive aussi les fantasmes européens sur les Juifs comme sur les Arabes. Sur les Juifs, des fantasmes chargés de l'antisémitisme structurel et du génocide juif, et comment s'en débarrasser. Ce que révèle notamment l'adhésion totale et immédiate à la thèse de la propagande israélienne d'une attaque antisémite, pogrom, Shoah. Et sur les Arabes, là-bas et ici, les fantasmes orientalistes, coloniaux et post-coloniaux. D'un côté, l'identification aux colons européens et occidentaux, et de l'autre, l'arabe dangereux, l'identification du Hamas à Daesh. L'Occident qui soutient Israël est en réalité celui des puissances coloniales et impérialistes qui ont toujours procédé avec cette logique. Le soutien inconditionnel d'Israël, l'impunité unique qui lui est accordée, le maintien d'un statut d'exception au sein de la communauté des nations, en contradiction d'ailleurs avec le souhait proclamé de devenir une nation parmi les nations. L'aval du colonialisme, au lieu d'encourager d'autres possibilités. N'est-ce pas de tout cela qu'est formé le fameux lien judéo-chrétien, la tolérance du colonialisme comme mode de gestion du monde et le blanchiment absolu ultime des génocides coloniaux comme du génocide européen, puisqu'accordé à l'unique victime reconnue elle-même. Le paradoxe ultime de ce soutien inconditionnel est qu'il est assorti d'un antisémitisme grandissant qui émane précisément des gouvernements et groupes les plus sionistes.
L'antisémitisme monte aux États-Unis en même temps que le soutien à Israël. Il est promu dans l'extrême droite, qui inclut la droite chrétienne évangélique, 95 millions d'évangéliques chrétiens aux États-Unis, et leur aile droite de plusieurs millions d'individus proches de Trump et sionistes et antisémites. De même, comme le rappelle Jean-Pierre Philu dans un article du Monde, Netanyahou et le Likoud misent depuis plus de 15 ans sur les extrêmes droites européennes, avec Orban en Hongrie, dans les pays baltes, l'Allemagne, la Pologne, la Hollande à présent. Tout récemment, Milei, le président argentin, reçu en ami à Tel Aviv, qui a annoncé le transfert de l'ambassade à Jérusalem, vient de nommer Rudolf Bara, procureur général du Trésor, un antisémite notoire et nazi dans sa jeunesse. Tous ces groupes et gouvernements affirment à la fois leur soutien à Israël en même temps qu'un antisémitisme virulent. En France, le RN, Louis Alliot, reçu en 2011 en Israël et dans les colonies, Émeric Choprade, alors conseiller international de Marine Le Pen, qui affirmait dans le même temps que les Européens de l'Ouest se trouvent dans le même bain que les Israéliens. La réhabilitation du Rassemblement national sur l'antisémitisme par le gouvernement et ses alliés se fait intégralement sur la base de son soutien au sionisme et sur un fond commun d'islamophobie. Ce que l'on a vu clairement dans la manifestation du 12 novembre, qui appelait en apparence contre l'antisémitisme et était en fait une manifestation de soutien à Israël, et qui a intégré sans broncher le RN, parti républicain, à même justifié le gouvernement. Le discours israélien est massivement adopté par nos gouvernements occidentaux, qui prétendent nous protéger de l'antisémitisme contre la barbarie arabe. De fait, c'est la théorie du choc des civilisations qui est recyclée dans cet épisode génocidaire pour le justifier. Introduire le récit palestinien dans le discours européen est perçu par les dirigeants comme une attaque directe d'Israël. En ce sens, ils participent de la thèse éradicatrice israélienne du « eux ou nous », et ils montrent qu'ils ont fait le choix. Ce qui se joue pour ces gouvernements qui soutiennent activement le génocide accompli par des Israéliens juifs, c'est aussi un transfert de culpabilité, certes, mais aussi un transfert de l'acte génocidaire lui-même, qui révèle et renouvelle la présence du passé dans le présent. La structure génocidaire de l'Occident, et la liste est longue, est immuable. Seules les places changent, ce qui convient à beaucoup de gens. L'Europe et l'Occident en général ont une capacité sélective d'empathie, au sommet de laquelle se trouve celle des victimes européennes juives, mais beaucoup moins des Roms, par exemple, des migrants, parmi lesquels les États choisissent les bons et les mauvais, selon une géopolitique qui leur convient. Il faut regarder cette façon qu'a eue l'Europe de ne considérer que ses propres morts, en effaçant systématiquement les massacres coloniaux qui parfois se passaient en même temps. Charlotte Widerman en parle dans un séminaire donné au Forum Einstein en Allemagne, à propos de son livre « Comprendre la douleur des autres » sur la mémoire et la solidarité. Elle rappelle que l'Allemagne n'a pas un seul monument de commémoration pour le million de morts de sa colonisation. Qu'au moment même de la révolte du ghetto de Varsovie, événement très commémoré et très respecté en Allemagne, 200 000 êtres humains étaient affamés et massacrés en Tanzanie, que rien ne commémore aujourd'hui. Elle rappelle qu'en 1947, au moment où était publiée la première édition du journal d'Anne Frank en Hollande, l'armée hollandaise a annihilé en Indonésie toute la population masculine des villes et villages pour empêcher la rébellion et l'indépendance. Et jusqu'à ce jour, les veuves indonésiennes n'ont pas réussi à obtenir reconnaissance et réparation des autorités néerlandaises. Une amie belge, fille de déportés, m'a dit son effroi en découvrant très tardivement que la Belgique au Congo avait assassiné 10 millions d'êtres humains entre 1885 et 1905. Et sa remise en question de ce sur quoi elle avait grandi et été élevée en Europe, l'unicité de la Shoah, et aussi sa remise en question de l'échelle absolue qui plaçait le génocide juif en haut de la pyramide des morts. Widerman considère que la mémoire de l'Holocauste n'a pas apporté un meilleur sens de l'égalité. Au contraire, et trop souvent, elle a contribué à dresser une hiérarchie entre les victimes. C'est ce qu'elle appelle l'économie politique de l'empathie. Elle précise que la question n'est pas de réduire la mémoire de l'Holocauste pour faire de la place à la mémoire coloniale. Ce n'est pas une question d'espace, dit-elle. C'est une question d'essence éthique et politique que nous tirons des crimes de masse et des génocides et sur le déséquilibre global de leur reconnaissance.
Elle considère qu'une des plus importantes leçons de l'Holocauste est qu'il n'y a pas de vie humaine négligeable. Elle ajoute enfin que le sauvetage des réfugiés contre la noyade en mer aujourd'hui est le meilleur exemple d'une nouvelle culture mémorielle bien conçue. Il faut que je termine, je suis désolée. Pour nous, juifs d'ici, la question qui se pose est celle de l'usage de notre mémoire. Il y a plusieurs façons de porter la mémoire du génocide juif. Celle d'Israël et celle de l'Occident, qui en ont fait un événement unique au-dessus de tous les autres et qui les relativise et les efface au bénéfice d'une justification du sionisme et de tous ses actes. Et il y a la mémoire de ceux souvent parmi nous qui vivons ici qui disent « plus jamais ça pour personne ». L'universalité de la mémoire est son seul intérêt. Notre film, a dit Jonathan Glazer lors de sa remise des Oscars pour son film Zone d'intérêt, montre à quoi conduit la déshumanisation la plus terrible. Et cela a forgé notre passé et notre présent. Aujourd'hui, l'exemple d'Afrique du Sud et de l'Irlande et de leurs interventions dans ce moment font de ces pays des modèles de réflexion sur hier et aujourd'hui et des modèles de résistance. Ce sont deux pays qui savent utiliser ce que leur a enseigné leur histoire et mettre leur mémoire au service de causes semblables et universelles. Pardon, je suis un peu longue. Le judaïsme est une histoire de transmission d'un savoir, d'une loi. C'est l'interprétation infinie et plurielle du texte. Et sa discussion, la discussion du texte, c'est un commandement. Son éthique, ainsi que le rappelait le poète Avot Yeshurun, que je citais plus haut, est celle de la compassion et de la responsabilité de chacun envers autrui. Le sionisme efface tout cela et l'a remplacé par un discours du maître, indiscutable, parce qu'unifiant contre l'ennemi. Le sionisme, qui à l'origine n'était pas religieux, a utilisé la religion pour ses œuvres. Le Messie, c'est maintenant. Le Messie, c'est moi, disait Ben Gurion. Il a transformé la culture et la religion en un nationalisme agressif et éradicateur qui n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Ce qu'il a mis en place est un retour à la violence des origines, au paganisme d'avant le monothéisme, celui qui ensauvage le colon et comme le colonisé. Le retour au sacrifice humain. Souvenons-nous du sacrifice d'Isaac remplacé par un agneau. Le judaïsme et le monothéisme ont remplacé le sacrifice humain par le sacrifice animal. Ce à quoi nous assistons, c'est un retour au sacrifice humain, le sacrifice aux dieux obscurs. Sacrifice de centaines de milliers de Palestiniens et même sacrifice des siens. C'est la première fois que l'on sacrifie les otages et qu'est assumé en Israël le viol d'un commandement majeur du judaïsme, le Pidyon Hashvuim, le rachat des prisonniers. Les religieux au pouvoir sont des nationalistes, fondamentalistes, et leurs rabbins poussent au crime. Le sionisme a choisi la séparation des juifs du reste du monde, alors que pour les juifs de l'exil, c'est-à-dire nous, il s'agit de travailler pour la réparation du monde. Car ainsi que le formule l'historien Amnon Ras Krakotskin dans son livre « Exil et souveraineté », dans le judaïsme traditionnel, l'exil n'est pas la condition des seuls juifs. Il qualifie la situation du monde en général. L'exil se rapporte à une absence fondamentale. Il désigne l'imperfection du monde et entretient l'espérance de son changement. Par essence, le concept d'exil se rapporte au manque et s'oppose donc à toute tentative d'instaurer l'histoire des vainqueurs. Jonathan Glazer, toujours dans son discours aux Oscars, a défini ainsi son travail. Tous nos choix ont été faits pour nous faire réfléchir et réagir dans le présent. Pas pour dire « regardez ce qu'ils ont fait à l'époque », mais regardez ce que nous faisons maintenant. On peut considérer que ce qui s'est passé dans l'enveloppe de Gaza, Otef Aza, la vie normale et banale qui s'est déroulée paisiblement dans les kibbutzim et les villages, la rêve partie qui s'y tenait au moment de l'attaque, on peut considérer que tout cela constitue véritablement une zone d'intérêt. Qu'il ne puisse y avoir de remise en question de cette façon de vivre chez la majorité des Israéliens s'explique par la force du consensus social et l'effacement volontaire par l'État de toutes les coordonnées permettant de mettre en marche la pensée. Le discours du maître anticipe même les questions qui auraient pu se poser sur la guerre et surtout sur les alternatives possibles pour un futur viable. Il impose de faire taire toutes les contradictions internes du sujet ou collectives. D'ailleurs, la censure est aujourd'hui massive et l'interdiction prochaine de la chaîne Al Jazeera, par exemple, vient d'être annoncée en Israël.
Ce n'est pas sans évoquer la description des Blancs de l'apartheid. Tout ceci n'est pas sans évoquer la description des Blancs de l'apartheid que faisait Neil Rawls, sud-africain spécialiste de la culture blanche sud-africaine dans son livre « White Apartheid Culture ». Nés dans une société déjà ségrégée, les Blancs de l'époque de l'apartheid se sont maintenus dans les structures particulières de la société grâce à des privilèges matériels importants. Ils vivaient bien en montrant tout à la fois que leur vision du monde était façonnée par leur idéologie et leurs préjugés, mais aussi qu'ils partageaient le secret public en sachant ignorer les iniquités de l'apartheid. Ils ont également été soumis à l'ingénierie sociale, aux réformes et à la discipline conçues pour les garder dans leur classe, race, idéologie et culture, considérées comme appropriées. Jonathan Glaser, toujours, a conclu son discours aux Oscars ainsi. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous comme des hommes qui refusons que notre judéité et l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a causé tant de souffrances pour tant d'innocents. Qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de celles des attaques incessantes qui se déroulent à Gaza, elles sont toutes des victimes de cette déshumanisation. Et il a posé, pour conclure, la seule question qui vaille hier comme aujourd'hui et ici, qui se pose à nous tous: comment résistons-nous ?